Eugenia Martinez est devenue tristement célèbre en Espagne dès son plus jeune âge en raison de sa taille et de son poids. Elle a été ridiculisée par ses voisins et cachée par sa famille. Mais alors qu'elle n'avait que 6 ans, elle a rejoint la cour royale de Charles II d'Espagne. C'est ici qu'on lui a donné le surnom de la Monstroa, ou le monstre, et malheureusement, elle a dû endurer des mauvais traitements presque toute sa vie. Eugenia Martinez Balejo est née en 1674 dans une localité isolée de Merindad de Monteja, située dans le nord de l'Espagne. Son père s'appelait José Martinez Balejo et sa mère s'appelait Antonia de la Bodega. Les professions exactes de ses parents sont inconnues, mais il a été rapporté qu'ils étaient issus d'un milieu modeste. On sait que Genia avait des frères et sœurs, mais leur nombre exact reste incertain. Avant sa naissance, il a été rapporté que la mère de Genia a perdu les os un dimanche matin alors qu'elle était à l'église. À cause de cela, Antonia, sa mère, n'a pas eu le temps de rentrer chez elle et a fini par accoucher à l'église. Bien sûr, ce n'était pas un événement très courant, et ainsi, les personnes présentes ont cru que les circonstances de la naissance étaient un bon présage pour l'avenir de la petite fille. L'écrivaine espagnole Maria Jesús Habato suggère que cela pourrait être la raison de son nom, Elgena. Eh bien, ce nom en espagnol signifie la bien nacida, ou la bien-née. Bébé, Eugenia était décrite comme étant en bonne santé, forte et avec un très bon appétit. Tout cela indiquait qu'elle deviendrait une adulte en bonne santé, ce qui n'était pas toujours garanti à l'époque, car au XVIIe siècle, et surtout dans les zones rurales en raison du manque de médecins, les taux de mortalité infantile étaient très élevés. Par exemple, en Angleterre à cette époque, 12% de tous les enfants nés mouraient au cours de leur première année, et 36% des enfants mouraient avant l'âge de 6 ans. Eugenia était décrite comme potelée lorsqu'elle était bébé, mais ses parents n'y ont pas prêté trop d'attention au début. Eh bien, à l'époque, les normes médicales et sociales privilégiaient les filles un peu plus robustes, car c'était un signe de fertilité et, dans certains cas, de richesse. Ainsi, ses parents pensaient probablement qu'il n'y avait pas de raison de s'en inquiéter. Cependant, en grandissant, les choses sont devenues plus préoccupantes. La petite Eugenia a commencé à grandir beaucoup plus vite que les autres nourrissons. On disait qu'Eugenia avait l'air d'avoir 12 ans avant même son premier anniversaire. Bien que cela ait très probablement été une exagération, à seulement 1 an, elle pesait déjà environ 20 kilos et avec le temps, elle continuait de grandir à un rythme alarmant. Pendant ce temps, ses frères et sœurs grandissaient normalement comme la plupart des autres enfants, et à cause de cela, ses parents ont consulté un médecin pour les aider avec les problèmes de poids de leur fille. En conséquence, Eugenia a été soumise à un régime strict. Pourtant, même cela n'a pas suffi à remédier à la situation. Avec le temps, Eugenia a grossi, et à cause de cela, ses voisins se moquaient d'elle à plusieurs reprises. En raison de ce traitement, ses parents ont essayé de la cacher aux habitants du quartier en la gardant à l'intérieur de la maison, afin qu'elle n'ait pas à endurer le harcèlement qu'elle subissait constamment à l'extérieur. Malgré cela, la rumeur concernant la fille géante s'est rapidement répandue dans les villes et villages voisins, si bien que des inconnus s'approchaient fréquemment de la maison pour tenter de l'apercevoir et se moquer de son apparence. À l'âge de 6 ans, il est dit qu'elle pesait environ 65 kilos et à cause du harcèlement constant qu'elle subissait, elle passait la plupart de son temps enfermée dans sa chambre, là où personne ne pouvait la voir. Cependant, cela allait bientôt changer, car il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne soit invitée à rejoindre la cour royale de Charles II à Madrid. Un jour, alors qu'elle n'avait que 6 ans, un messager de la famille royale frappa à la porte pour demander si Eugénie pouvait être présentée devant le roi d'Espagne, Charles II également connu sous le nom de l'ensorcelé. Son histoire s'était tellement répandue dans la campagne espagnole qu'elle était même parvenue aux oreilles de Charles II, qui était très intrigué par cette jeune fille mystérieusement grande. Bien sûr, ses parents étaient d'abord inquiets à ce sujet, mais ils n'étaient pas en position de refuser. On ne sait pas exactement s'ils connaissaient les véritables raisons de leur visite dans la capitale. Peut-être pensaient-ils qu'ils trouveraient un remède pour leur fille, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. En 1680, à seulement 6 ans, Eugenia fut emmenée à la cour royale avec ses parents.
Une fois ici, le tailleur royal ne mit pas longtemps à confectionner une robe pour Eugénia, comme il était nécessaire pour être présenté devant le roi. On disait que Charles II était fasciné par son apparence et suggéra rapidement à ses parents qu'elle soit prise en charge et devienne membre de la cour royale, ce qu'ils acceptèrent aussitôt. Un chroniqueur de l'époque nommé Juan Cabezas publia un pamphlet sur son arrivée à la cour, disant que Los Provisios de la Naturaleza galagado esta corte en una gigante llamada Eugenia Martínez. Ce qui signifie « Les merveilleux de la nature sont arrivés à cette cour sous la forme d'une jeune fille géante nommée Eugenia Martínez ». Il ajoute ensuite que Sa Majesté Charles II, réalisant qu'il s'agissait d'un miracle de la nature, décida de la voir et demanda qu'on l'amène à son palais royal de Madrid, où aujourd'hui elle est admirée par la maison royale et toute la noblesse de ses royaumes. Bien qu'à première vue, il semble que le roi ait invité Eugénia au palais par bienveillance et générosité. Il y avait une autre raison à cela. Depuis l'époque médiévale, il était de tradition populaire dans les cours européennes de garder toutes sortes de personnages divertissants autour d'eux. L'Espagne ne faisait pas exception, et ici on les appelait « gente de placelle », ce qui peut se traduire en français par « gens de plaisir ». On dit que Charles II était très généreux envers Eugénia, et elle fut rapidement incluse dans ce groupe. Ces amuseurs de toutes sortes comprenaient une variété de personnages, y compris des bouffons, des nains, des personnes avec des difformités, et même des fous. Le roi et les autres membres de la cour aimaient garder ces personnes autour d'eux pour s'amuser. Le roi appréciait particulièrement leur compagnie, même si c'était pour les ridiculiser. Charles II ne tardait pas à exhiber Eugénia lors des fêtes qui se tenaient au palais. Là, elle était recherchée par de nombreuses dames qui voulaient être dessinées ou peintes à ses côtés afin de mettre en valeur la beauté de leur silhouette élancée. Malheureusement, cependant, Eugénia et d'autres comme elle à la cour ne recevaient aucune rémunération pour leur service, malgré de longues heures de travail. De plus, elles vivaient essentiellement à la merci de leur seigneur, qui pouvait pas les jeter à la rue sans un sou quand bon leur semblait. Bien sûr, certains considéraient cela comme un grave malheur, car ils vivaient simplement pour être tournés en dérision comme une curiosité humaine par la noblesse. Pourtant, pour certains, cela pouvait être un coup de chance. Eh bien, la noblesse dépensait beaucoup d'argent pour la gente de place. Ils veillaient à ce qu'ils soient bien nourris, gardés au chaud pendant les froides nuits d'hiver, et qu'ils aient un commémés d'une garde-robe variée et intéressante, ce qui est bien plus que ce que l'on pouvait dire de la plupart des paysans de l'époque. Bien qu'ils soient pris en charge, la noblesse les traitait comme des objets et leur faisait tout ce qu'elle voulait pour son propre amusement. En fait, le père de Charles, Philippe IV d'Espagne, aurait eu environ 110 nains de cour, mais ce n'était pas seulement pour son propre amusement, car une grande partie de la noblesse gardait aussi des nains afin de renforcer l'idée de perfection et la supériorité de la dynastie régnante. Ce qui distingue Eugénie des autres à la cour, c'est le fait que 2 portraits célèbres d'elle ont été commandés par le roi. Ces portraits ont été peints par l'artiste Juan Carreño de Miranda, qui a été nommé peintre de la cour auprès de la reine en 1671. Aujourd'hui, les 2 portraits peuvent être admirés côte à côte au musée du Prado à Madrid. Sur les portraits, Eugénie semble non seulement triste et mal à l'aise, mais elle devait aussi probablement souffrir, car ses problèmes de poids rendaient difficile le fait de rester en pose aussi longtemps. À la cour, elle était exhibée comme une curiosité ou une bête de foire à cause de sa taille, et ses tableaux en témoignent, puisqu'ils sont intitulés « La Monstra Vestida » et « La Monstra Desnuda », ce qui signifie le monstre habillé et le monstre déshabillé. Bien sûr, à la cour, ils étaient assez méchants à propos de son apparence, et cela se voit dans la façon dont Juan Cabezas l'a décrit. Il affirme que Eugénia était pâle et pas trop désagréable à regarder, bien que son visage fût excessivement grand. Sa tête, son visage, son cou et d'autres traits sont aussi grands que 2 têtes d'homme. Son ventre est aussi gros que celui d'une femme enceinte prête à accoucher. Ses cuisses sont si épaisses et pleines de chair qu'on en devient confus et stupéfait par son apparence disgracieuse. Ses jambes sont à peine plus petites que celles d'un homme et sont pleines de bourrelets.
Ses pieds sont proportionnés à son corps. Eh bien, ils sont comme ceux d'un homme, cependant, elle a du mal à se déplacer à cause de la taille excessive de son corps. Bien sûr, à l'époque, personne ne savait ce dont souffrait la jeune Eugénia, mais de nos jours, on suppose qu'elle souffrait probablement d'un trouble génétique appelé le syndrome de Prader-Willi. Cela est causé par une perte de fonction de certains gènes sur le chromosome 15. Les enfants avec ce syndrome ont toujours faim, pouvant développer obésité et diabète de type 2. Les personnes atteintes ont souvent un front étroit, de petites mains et pieds, une petite taille, une peau et des cheveux clairs, et les mères sont infertiles. Beaucoup de ces symptômes sont très similaires aux descriptions d'Eugénia de l'époque, même si nous ne pouvons toujours pas être sûrs à 100% que cela était la cause de son apparence. Tragiquement, Eugénia était fréquemment moquée lorsqu'elle se déplaçait dans le palais, car elle se fatiguait facilement et avait du mal à suivre les autres. De plus, on pense qu'elle avait des problèmes hormonaux et qu'elle était infertile même plus tard dans sa vie, n'ayant jamais eu ses règles. Malgré sa mauvaise santé et les moqueries qu'elle subissait, on pense qu'elle appréciait globalement la vie au palais. Eugénia était une fille agréable et devint en fait assez populaire à la cour, étant même appréciée par la famille royale. Même lorsqu'elle entra dans l'adolescence puis à l'âge adulte, on dit qu'elle resta appréciée. Eugénia Martínez Balejo est décédée en 1699 à l'âge de 24 ans. Elle a vécu toute sa vie au palais après y avoir été accueillie à l'âge de 6 ans. L'emplacement de ses restes et la cause exacte de sa mort sont inconnus, bien qu'il soit probable qu'elles soient liées à la maladie dont elle souffrait. Des centaines d'années plus tard, en 1997, la ville d'Avila en Espagne a commandé une statue d'Eugénia Martínez en l'honneur de l'artiste de son portrait, Carreño de Miranda. La statue représente sa peinture la plus célèbre, la Monstra Bastida, qui a été réalisée en bronze par le sculpteur espagnol Amado González Hevia. La statue se dresse dans la rue qui porte son nom, dans le quartier Marinero de Sabulgo. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Eugénia Martínez. J'espère que cela vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'elle a eu raison de rejoindre la cour d'Espagne ou si elle aurait mieux fait de rester avec sa famille. Si vous avez des suggestions, envoyez-les-moi par email ou sur Instagram via la description ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur mise en ligne. Bref, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.